Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin commencer à parler de NCIS Origins. Voilà, au moment où je vous parle, il y a environ 6 épisodes qui sont sortis, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, le soir même, il y aura l'épisode 7 qui sortira. Donc voilà. Petit à petit, moi je rattrape les épisodes et je vous partagerai mon avis sur cette saison 1 de NCS Origins. Voilà, puisque c'est une saison 1, donc je peux faire épisode par épisode, et surtout parce que NCIS c'est une série qui me tient vraiment à cœur. Et de l'autre côté, pour NCIS Enquête spéciale saison 22, je vous ferai une vidéo bilan comme j'ai fait pour la saison 21. Voilà. De toute façon, pour s'il y a des fans de NCIS qui traînent dans le coin, j'ai failli faire un mélange de traîne et coin qui aurait fait un bruit de canard. Euh, mais, euh, mais voilà, sachez que NCIS, vous êtes pas prêt d'arrêter d'en entendre parler. En sachant que là actuellement je prépare également une grosse vidéo en fait pour expliquer pourquoi j'aime NCIS. Voilà. Où je vais vous parler de NCIS, de petits éléments voilà, que j'aime bien dedans, mais aussi des personnages, mais de tous les spin-offs. À la base, je devais juste parler de Enquête spéciale, de Los Angeles, Nouvelle-Orléans, Hawaï et Sydney. Et maintenant que j'ai commencé à parler enfin de regarder et que je vais commencer à parler d'Origins, Origins finalement va être inclus dans cette future vidéo. Bien sûr, cette vidéo où je parle de mon amour pour NCIS ne sera pas la seule existante, hein. Je le ferai ce genre de vidéo sur d'autres programmes également. Mais voilà. Donc, je vais enregistrer mon écran et on va quand même parler de ces deux premiers épisodes de NCS Origins. Alors, est-ce que ça... Oui. Tac. Donc, NCIS Origins, épisode 1 et 2, Hunter Sandman. Donc oui, les titres vont à chaque fois être en anglais, parce que voilà, je préfère, plutôt que de les traduire et interpréter la traduction, bon après c'est le travail d'un traducteur de réinterpréter un peu les choses pour que ça colle bien, mais voilà. Ici on va garder les titres originaux. Donc épisode 1 et 2, pour la simple et bonne raison que en fait l'épisode 1 et 2 forment un seul épisode. On est sur une partie 1 et une partie 2. Pour un début de saison, c'est assez étonnant, mais en même temps c'est très bien. Donc voilà, pour les autres épisodes, je les parlerai épisode par épisode, mais dans le cas présent, épisode 1 et 2, on en parle ensemble, puisque les deux sont liés. Donc déjà, une chose qui m'a surpris et j'ai été très content, c'est que l'histoire est racontée par le vieux Gibbs, hein, que vous avez sous le nez. Ça m'a surpris, parce que moi on me dit NCIS Origins, voilà, je m'attendais juste à l'histoire de Gibbs, voilà, avec son arrivée au NCIS, tout ça. Et le fait que on commence, tac, on voit Gibbs de Mark Harmon, je me suis dit, quoi? Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et effectivement, en fait, la voix off, c'est lui qui, en fait, qui raconte l'histoire, en fait, parce que ça, c'est ce que j'adore à la fin du premier épisode, où il le précise, en fait, c'est pas son histoire qu'il raconte, mais l'histoire de Dominguez, donc qui semble être une catastrophe au vu du fait qu'ils disent c'est une histoire que j'ai jamais racontée, en sachant que vous connaissez tous la vie de Gibbs. Enfin, du moins on connaît la vie de Gibbs à partir de l'entrée de Kate au NCIS, hein, puisque le tout premier tome d'NCIS Enquête spéciale, c'est Kate qui rejoint le NCIS, avec cette histoire d'Air France One et tout ça. Donc voilà. Et, euh, du coup, moi je trouve ça cool qu'on le revoie, qu'il nous raconte une histoire inédite, qui en plus une histoire inédite où il était présent mais qui n'est pas forcément la sienne, et qui d'ailleurs est l'histoire du seul personnage féminin principal, puisqu'il y a un second personnage féminin dans ce NCIS, mais qui est vraiment très secondaire pour l'instant. Mais voilà, on voit notre Gibbs en Alaska, voilà,
en train d'écrire un peu ses mémoires. Donc à voir où est-ce que ça va mener. Est-ce que cette histoire va durer que sur une saison? Voilà. Alors, ce que je vais dire tout de suite, c'est une théorie. Ce n'est pas ce qui va se produire, mais ma théorie. Comme je viens de le dire en intro, au moment où j'enregistre, il n'y a que 6 épisodes de sortie. Le septième qui sort dans la soirée, en tout cas aux États-Unis. Euh, dans le cadre des vidéos que j'enregistre, je n'ai vu que l'épisode 1 et 2. Pour ceux qui connaissent façon de faire, quand je sors les épisodes un par un en vidéo, je regarde un épisode, je fais la vidéo. Je regarde un épisode, je fais la vidéo. Et ainsi de suite. Quand je fais vidéo bilan, enfin quand je fais uniquement une vidéo bilan, forcément là je regarde tout et ensuite je mets la vidéo bilan. Bref. Donc, ma seule connaissance de NCIS Origins pour l'instant c'est le visionnage de l'épisode 1 et 2, mais la façon dont on nous raconte les choses, pour moi c'est évident que Dominguez elle va mourir. Voilà, je le place là, c'est pas un spoil, puisque la saison n'est même pas encore finie d'être publiée sur Paramount et tout ça. Mais pour moi, c'est obligé qu'elle meure. On peut pas nous dire que cette histoire, c'est la pire, ou du moins une de celles que Gibbs ne va absolument pas raconter à ses proches. Voilà, et pourtant, avec les agents pour qui il a enfin, pour qui ont travaillé pour lui, voilà, il a quand même été extrêmement proche avec pas mal d'entre eux. S'il n'aura pas raconté cette histoire, c'est qu'il y a quand même une catastrophe qui s'est produite. Et pour moi, cette catastrophe, ça peut que être la mort de Dominguez. Voilà, c'est mon avis. Encore une fois, c'est plus une théorie. Pour moi, cette histoire devrait se solder par la mort de Dominguez. C'est possible que ça ne se passera pas comme ça, que c'est autre chose qui va se passer, mais qui aura quand même un impact hyper fort sur Dominguez. Mais en tout cas, moi je pense que elle, voire même Randy, devrait mourir avant la fin de NCIS Origins. Euh, voilà, c'est mon avis. Je pense que ça peut se produire comme ça. Je dis pas que ça va se produire comme ça. Euh, mais il y a une ambiance qui s'installe au début qui me semble partir là-dedans. Et surtout, bah, si Gibbs n'a jamais raconté cette histoire à personne, c'est qu'à mon avis, ça doit quand même être une catastrophe. Je veux dire, même l'histoire de sa femme et sa fille, il aime pas trop en parler, il en a déjà parlé à un de ses amis, alors que ça reste quand même un truc traumatisant qu'il a vécu. Donc si cette histoire-là, il veut pas la raconter, c'est que c'est quand même censé, entre guillemets, être pire que la mort de sa femme et sa fille. Mais je dis bien entre guillemets parce que rien ne peut être pire que son enfant qui se fait assassiner. Je dis pas qu'une femme c'est moins important, mais un enfant c'est quand même ta chair et ton sang, donc voilà, c'est quand même un peu plus important un enfant voilà, qu'une femme ou un mari. Bref. Euh, et voilà, en tout cas moi c'est ma théorie. Voilà, je l'ai partagée il y a 1 ou 2 jours en story sur Insta. Voilà, pour vraiment bien montrer que cette théorie elle date d'avant que tous les épisodes soient diffusés et que bah, certains aient la fin de l'histoire avant d'autres. Mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je me dis, du coup, est-ce que NCIS Origins va être une série en une saison, voilà, une sorte de one-shot, et que bah, du coup on raconte cette histoire de Dominguez et ensuite on a fini? Ou est-ce que ensuite on continuera quand même un peu, mais avec d'autres personnages, ou enfin je sais pas, ou alors cette histoire de Dominguez va durer sur plusieurs années, enfin je sais pas. Est-ce que NCIS a souvent été une série qui se base sur une saison, c'est à peu près l'équivalent d'une année. Et je dis bien à peu près l'équivalent d'une année. Voilà, donc c'est souvent quand vous regardez une saison et qui revient sur des choses passées avant, surtout si c'est dans la saison d'avant, je vais dire oui l'année dernière, machin, donc on peut à peu près considérer que une saison égale un an. Euh, et souvent en saison qui se place dans la réalité, voilà. Notamment vers les dernières saisons de NCIS Los Angeles, alors que j'ai pas encore vu, parce que pour l'instant je suis qu'à la saison 7. Mais ces saisons-là, la fin de NCIS Nouvelle-Orléans et certaines saisons de enquête spéciale, bah, quand il y a eu le Covid,
il y avait le Covid aussi dans NCIS. Ouais, voilà. Et forcément dans les années où ça se produisait. D'ailleurs, ce qui a été très malin pour continuer de tourner. Voilà, mais tout ça pour dire que voilà, l'histoire se place en 1991, si j'ai bonne mémoire. Ce qui fait que NCIS Enquête spéciale a débuté, je crois, en 2003, si j'ai bonne mémoire de la vidéo que j'ai commencé à écrire. Donc 91 à 2003, ça laisse quand même une sacrée marge, hein. Ça laisse à peu près 12 ans où tu peux raconter des choses. Voilà, donc à savoir s'ils vont vraiment utiliser ces 12 années où ils peuvent écrire des choses, ou est-ce qu'ils vont juste euh, écrire plusieurs petites histoires. Enfin, je sais pas trop où ils iront sur le long terme, ou si c'est juste un one-shot, je sais pas. Mais en tout cas, le fait que ce soit raconté par le Gibbs ancien, je trouve ça vraiment très très cool. Euh, Même si on sait qu'en tout cas son personnage. Et en fait, ça, je trouve ça hyper intelligent parce que le fait que ce soit raconté par Gibbs, que l'on connaisse tous l'histoire de Gibbs dans Enquête spéciale, ben, on sait que lui, il peut pas mourir. Il peut pas mourir puisque ben, on le voit qu'il est très vieux, il est en Alaska, il raconte son histoire. Enfin, il raconte une histoire. Donc lui, on sait qu'il n'y a pas d'impact. Donc le fait que NCIS nous dise je ne vais pas raconter mon histoire, mais celle de Dominguez, ben, je trouve ça hyper intéressant. Parce que du coup, on sait que l'enjeu ne va pas forcément être sur Gibbs, mais sur elle. Et ça, je trouve ça très malin. Parce qu'on du coup, on ne s'intéresse pas forcément plus au personnage dont on sait ce qu'il va devenir, comme Gibbs ou Franks, mais à un personnage qu'on ne connaît pas plus que ça. Et ça, j'adore. Bon. Ensuite, Gibbs est très intéressant. Alors effectivement, je trouve que ce Gibbs-là, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais qui le joue très très bien. Un peu comme Mark Harmon, on a ses émotions à travers le regard. Tu vois, il n'a pas besoin forcément de parler ou de dire quelque chose. Il y a vraiment un truc dans le regard que j'aime beaucoup. Voilà. Et, euh, et voilà. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup sa façon de jouer ce Gibbs jeune, voilà, qui est quand même moins dur, moins froid que la version vieille, on va dire, mais qui a quand même déjà des petits trucs, hein, voilà, comme je sais plus si dans le premier ou le deuxième épisode, ou à un moment il a un petit pétage de câble et tout, tu dis ok, voilà, on reconnaît notre Gibbs, voilà, qui peut vite s'énerver. Il y a euh, je sais plus quel moment, mais à un moment donné où il ose s'interposer devant Mike Franks, alors qu'il est là que depuis à peine 2 3 jours, quoi, et puis il tente déjà un peu de s'opposer à l'autorité. Bon, il y a même un moment donné où il dit ouais, moi si j'étais Franks, je ferais pas ça ou comme ça, j'aurais fait les choses différemment. Voilà, bon, il le dit pas en face, hein, il n'a pas encore la carrure d'aujourd'hui, hein, où il ose. Dans NCIS Enquête spéciale, dire les choses plus frontalement à Mike Franks, mais là, on sent, on reconnaît quand même notre Gibbs à travers son caractère, à travers sa façon d'être, même si on a quand même un Gibbs plus sensible et tout ça, on le ressent, surtout que l'enquête en elle-même a tendance à mettre Gibbs dans ses retranchements. Hein, voilà, on a quand même l'histoire d'une. Parce que dans le premier épisode, en gros, on apprend qu'il y a un sniper qui a tué une femme, et ensuite, à la fin de l'épisode, on découvre qu'il a tué aussi d'autres personnes sur une plage. Mais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cet épisode 1, bah, c'est quand même une mère qui raconte bah, ce qu'elle vit du fait que sa fille soit morte et tout ça. Donc automatiquement, tu vois que Gibbs, lui, ça le touche et tout. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Voilà. T'as son père qu'on voit dans l'épisode 2, ça fait très plaisir de revoir le personnage, et paix à l'âme de l'acteur hein, qui le jouait à l'époque, je sais plus comment s'appelait l'acteur qui jouait le père de Gibbs dans Enquête spéciale, mais qui malheureusement est décédé il y a déjà pas mal d'années, et que là on a une version forcément un peu plus jeune. Mais voilà.
Et voilà, on retrouve à nouveau cette relation un peu froide, conflictuelle entre les deux. Hein, d'ailleurs, son père qui me dit oui, tu t'es pas à ta place, hein, c'est pas fait pour toi et tout. Enfin voilà, vraiment une relation hein, assez spéciale. Forcément, on mentionne, ça je trouvais ça bien aussi, on mentionne est-ce que celui qui a tué Kelly et je sais plus comment s'appelait la mère a été retrouvé ou pas, et puis en mode bon, ce qu'on dit, il s'est enfui vers le Mexique, un truc du genre. Mais nous on sait tous ce qui s'est réellement passé. Et voilà. Pareil, une chose intéressante, c'est qu'on sait que Gibbs va devenir l'un des agents du NCIS les plus renommés de l'agence. Voilà, aux côtés d'autres noms, hein, notamment comme Pride du côté de Nouvelle-Orléans. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, je kifferais tellement voir un Pride plus jeune associé à Gibbs, mais bon, à l'époque, Pride, il était shérif ou travaillait dans le bureau du shérif, il n'était pas au NCIS, à mon avis, quand Gibbs était aussi jeune. Euh, mais, euh, mais bref, je me suis perdu à parler de Pride. Si oui, c'est que ça va devenir un, un très grand agent. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Pourquoi j'ai parlé de Pride? Ça m'a perturbé. Ah, ça m'a perturbé. Oui, c'est que même si ça va devenir l'un des plus grands agents, on découvre quand même qu'il a raté son évaluation psychologique et que c'est Franks qui a quand même insisté pour le garder dans l'équipe. Et on sent que ça plaît pas trop d'avoir un agent comme Gibbs, voilà, qui est totalement instable, ce qui est normal puisque bah, sa famille a été assassinée peu de temps avant qu'il rejoigne le NIS, puisque à ce moment-là, ça ne s'appelle pas encore NCIS. Et d'ailleurs, je crois que ça devient le NCS. Je sais plus si j'ai vraiment la bonne date, mais je me demande si c'est pas juste après l'attentat des tours jumelles en 2001 que le nom il change. Alors, je sais plus à quel moment le NIS devient le NCIS, mais je trouve que voilà, c'est vraiment, encore une fois, très bien foutu, quoi. Même si ceux qui font la traduction, parce que moi je regarde en sous-titré, ceux qui ont fait la traduction, bon, eux ils ont rien suivi, ils sont pas chiés, parce que vraiment, quand t'as un mec à un moment donné qui prononce le NIS, eux ils ont quand même écrit NCIS dans la traduction, alors qu'un vrai fan de NCIS, c'est très très bien qu'avant ça s'appelait comme ça et que bah, après je sais plus pour quelle raison c'est devenu la NCIS. Je sais pas pourquoi je pense aux attentats des tours jumelles, mais surtout c'est même pas ça. Bref. Mais voilà. Après, pour un spectateur lambda qui découvrirait un NCIS avec cette série-là en tombant dessus par hasard, ou qui est plutôt intéressé par cette série qui se passe dans une autre époque, bon, effectivement, il pourrait se poser des questions. Pourquoi la série s'appelle NCIS, mais qu'ils ont tous un vêtement NIS? Bon, voilà, c'est juste que c'est le nom de l'agence avant. Bref. Mais en tout cas, voilà, le personnage de Guy, je le trouve plutôt intéressant. On sent qu'il a déjà des aptitudes à devenir celui qu'on connaît, comme je disais, voilà, il a un esprit quand même analytique qui est vraiment très bon, même s'il n'ose pas encore trop s'exprimer devant les autres, il a peur d'être jugé et tout, enfin bref, on sent voilà, qu'il est encore jeune, encore un peu naïf, qu'il n'est pas encore, voilà, pas encore entre guillemets à sa place, mais on sait que petit à petit, toute cette histoire-là va changer sûrement à jamais Gibbs et le faire devenir tel que nous on l'a connu dans Enquête spéciale. Mais le fait qu'il soit proche de celui qu'on connaît et en même temps bah, qu'il soit un petit peu différent parce qu'il est plus jeune, il n'a pas encore connu énormément de catastrophes comme il a pu connaître avec sa femme et sa fille, voilà, moi personnellement j'aime beaucoup. Ensuite, on a Mike Franks hein, qui est fidèle à lui-même. Hein, voilà. Mike Franks qui a toujours été un personnage plutôt macho, voilà, qui fait globalement un peu ce qu'il veut, hein, qui à l'époque a été joué par l'acteur qui jouait Westmoreland dans Prison Break. Quand j'avais vu dans la série, j'étais waouh, c'est trop cool, c'est Westmoreland. Voilà, que j'avais kiffé dans Prison Break, trop bien aussi en Mike Franks. Euh, et voilà, qui en plus sont deux persos très différents. Ce qui est marrant, parce que d'un côté, il joue
un gars plutôt cool et tout en prison à un gars complètement macho, voilà, qui fait un peu ce qui lui chante, voilà, très malin et tout. Là, on en a une version plus jeune, pas moins macho. Et en vrai, ça, je suis plutôt content qu'ils aient gardé ça dans NCIS parce que bon, on est en 2024. On sait qu'aujourd'hui, plus on avance, plus on a tendance à, euh, comment on dit, à supprimer un peu la culture d'avant. Voilà. Alors je ne dis pas que la culture d'avant, hein, où les mecs étaient des gros machos et tout, c'était une bonne culture, mais pour moi on ne doit pas cancel le passé. Le passé il existe, ça s'est passé comme ça. Le cancel pour essayer de nous faire croire que tout est beau, tout est magnifique, ça ne sert à rien en fait. Voilà. Garder les traces d'un passé qui est triste, voilà, qui n'est pas forcément des meilleurs, c'est justement le meilleur moyen pour les gens intelligents de s'en servir et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc moi, la cancel culture, c'est vraiment un truc qui m'agace, que je supporte pas, et qui malheureusement touche énormément à la culture populaire. Et voilà, à l'époque, quand on a eu NCIS qui est sorti au début des années 2000, avec des persos un peu machos, des mecs comme Dinozo, très dragueur et tout, euh, vous sortez une série comme ça en 2023-24, même plus tard, la série, mais jamais elle a un succès tel que NCIS a connu à travers toutes ces années. Mais jamais de la vie. Et d'ailleurs, ça se ressent même au sein des spin-offs qui se créent petit à petit, où le personnage du dragueur a petit à petit disparu, où le personnage du macho a petit à petit disparu. Voilà. Parce qu'on sent que avec les années, bah, faut plus montrer ces gens-là. Il faut absolument des personnages dans l'air du temps. Et personnellement, ça n'est pas quelque chose qui me dérange, sauf quand c'est au détriment d'autres personnages. Après, la série, forcément, elle évolue avec son temps, donc c'est normal que les personnages évoluent. Mais dans d'autres fictions, c'est très dérangeant qu'on en arrive là. Et du coup, ben, quand on te dit que là, on va prendre une série, enfin une histoire qui se place dans les années 90, tu te dis, ça peut faire peur. Parce que, est-ce que, ben notamment, on sait tous que Gibbs, il a commencé en étant sous les ordres de Franks, mais tu te dis, est-ce que Paramount Plus ou CBS, je sais plus trop qui c'est qui gère, est-ce que c'est CBS et que c'est diffusé sur Paramount, ou bref, je pense que c'est plus ça. Mais tu te dis, est-ce que là, en 2024, ils vont vraiment oser te pondre une série où l'un des persos principaux est un gros macho? Tu te dis, est-ce qu'ils vont oser? Parce que dans les années 2000, ça passait. Au début des années 2000, on était encore dans une société quand même bien bien machiste, voilà, où on montrait encore assez peu de femmes fortes. Enfin, même si NCIS, encore une fois, a toujours montré des femmes fortes, hein. On a eu Jenny, on a eu Kate, et puis Ziva, et puis ben voilà, toutes les femmes qui ont un rôle principal ont toujours été des femmes fortes qui tenaient tête aux machos. Et d'ailleurs, c'est, je pense, la grande force de NCIS, c'est qu'on n'est pas là dans une série avec des machos, mais des femmes qui s'écrasent et voilà. Non, c'est les femmes elles tiennent tête. Même là, à un moment donné, t'as Dominguez qui tient bien tête à Franks, qui le menace même et tout ça. Donc moi c'est ce que j'aime dans NCIS, c'est que voilà, on n'est pas là pour montrer des femmes fortes juste pour faire des femmes fortes, c'est qu'on a des femmes fortes parce qu'elles sont dans un environnement qui les oblige à devoir être plus fortes qu'une femme qui vivrait dans un environnement moins, moins machiste, quoi. Voilà. Et du coup, pour moi, j'ai eu très très peur, honnêtement. Et je trouve que ben, pour NCIS, ils ont fait le taf. Ils ont gardé Mike Franks tel qu'il est, enfin du moins tel qui nous a été présenté dans Enquête spéciale. Et je trouve ça très bien parce que c'est un peu ce mec de la vieille génération. Bah voilà, on l'a tel quel ici.
Voilà, alors c'est vrai que tu peux te dire putain mais quel connard. En fait c'est ça qui est dur, c'est que d'un côté tu te dis mais quel connard, la façon qu'il a à parler à Dominguez, à l'autre femme, la secrétaire, je me souviens plus de son nom, euh, mais voilà, et quand tu vois comment il leur parle, tu te dis mais quel connard, et en même temps ben c'est Franck, tu t'es attaché à lui dans Enquête spéciale, donc tu te dis mais putain c'est un connard, et en même temps on peut pas s'empêcher de l'aimer parce que voilà, il a quand même une histoire hyper intéressante. Et même si c'est un gros macho, même si quand on le voit, quand il fait l'interrogatoire, où il a quand même un comportement très limite, voilà, il a ses méthodes qui sont pas les meilleures. Il a un comportement avec les femmes qui n'est pas du tout le meilleur, mais en même temps, il œuvre pour le bien. Et c'est vrai que c'est quand même un cas particulier, Mike Franks. Voilà, c'est un connard qui fait le bien. C'est particulier. Mais voilà, en tout cas, je félicite quand même NCIS de ne pas être tombé dans le piège politique hein, de tout lisser aujourd'hui, voilà, de ne plus montrer ces personnages-là, surtout dans les personnages principaux. Donc voilà, je les félicite. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, hein, qu'on avait eu un Franks tout doux qui respecte les femmes, bon, ça n'aurait eu aucun sens par rapport à ce qui deviendrait plus tard. Que là, au moins, ça fait sens. On reconnaît le personnage. Encore une fois, ça ne le rend pas plus agréable ou quoi que ce soit, mais quand tu fais un truc dans le passé, c'est quand même mieux d'avoir une certaine logique, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les séries ou films actuels, tellement on veut faire plaisir à certaines communautés. Voilà. Ensuite, on a Randy. Randy qui pour l'instant je trouve plutôt sympa. Voilà, c'est un peu le gars cool euh, qu'on voit, voilà, qui parle beaucoup, vraiment très sympathique. Moi je l'aime bien. Pour l'instant, pas grand chose de plus à dire sur lui parce qu'on n'a pas encore découvert énormément de choses sur lui. On sait juste qu'il a une femme, voilà, et c'est tout. Après, c'est quand même lui qui sera le premier à accueillir Gibbs, qui va présenter un peu tout le monde à Gibbs. Voilà, qui va accompagner Gibbs à quelques reprises pour aller voir des familles, poser des questions. De temps en temps, ce sera Dominguez, mais voilà, en tout cas, il est là. Il y a toujours un côté très cool, très jovial. Franchement, ça fait du bien de voir ce genre de personnage parce que t'as Mike Franks qui a l'air tout le temps en colère. T'as Gibbs là du coup, sa femme et sa fille sont sûrement décédés peu de temps avant, donc il est totalement instable psychologiquement. T'as Dominguez qui elle est dans son combat contre Franks. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant avec Dominguez, c'est que c'est pas un personnage genre féministe à la con comme on peut voir dans Barbie. C'est vraiment un bon perso féministe dans le sens où elle n'est pas là à combattre tous les hommes, à dire bon bah Franck c'est un macho donc tous les hommes sont des machos et sont des connards. Non. Euh, Elle respecte les hommes respectueux et les hommes qui sont des connards, elle les combat. Et heureusement l'écriture de Dominguez est hyper intéressante là-dessus, mais en même temps les personnages féminins comme ça, comme Dominguez, comme Jenny, comme Kate et tout ça, voilà, ont toujours été très bien écrits en combattant le problème et non pas en mettant tous les hommes dans le même panier. Et ça, c'est vraiment très agréable quand tu as ce genre de choses qui se produisent. Voilà, parce que beaucoup trop de fiction à l'heure d'aujourd'hui, hein, depuis quelques années, ont un peu trop tendance à juste dire bon bah voilà, comme il y a quelques hommes qui sont cons, tous les hommes sont cons, les femmes sont parfaites. Voilà, et moi ça me dérange parce que moi je prône l'équité et non pas le combat entre les deux sexes, que je trouve totalement ridicule. Voilà. Donc là-dessus, personnage Dominguez est vraiment très très cool. Mais voilà, en tout cas, Randy, plutôt sympa, vraiment le personnage un peu good vibes, personnage qui peut peut-être un peu, comment dire, aider les autres quand il y aura des coups vraiment très durs. Voilà, je pense que
il peut avoir vraiment ce rôle-là, parce que comme je disais encore une fois, c'est le seul qui a l'air d'avoir une good vibe, d'avoir l'air très très cool. Donc à voir avec le temps ce qu'il va devenir. Euh, voilà, en tout cas, je le trouve plutôt sympa. Voilà, pour l'instant, on le connaît assez peu. À côté de ça, on a Dominguez, qui elle, je la trouve trop cool, parce que forcément, on la voit un peu plus. Voilà, puisqu'il y a d'abord ce côté un peu conflictuel avec Gibbs, de ce côté où bah, il a été accepté dans l'équipe parce que bah, il a reçu un peu l'aval forcé de Franks alors qu'il a raté son test psychologique, alors que bah, ça le rend dangereux pour son équipe, pour lui-même. Voilà. Euh, après, il y a forcément le côté où elle s'entend pas avec Franks parce que bah, ce dernier c'est un gros macho. Hein, voilà. D'ailleurs, elle va le menacer de balancer à, à leur patron, mais Franck se fait comprendre que le patron, c'est pas lui qui va la soutenir. Voilà, donc tu sens que voilà, c'est difficile pour elle. Heureusement qu'il a Randy, qui est cool et qui lui s'entend bien avec tout le monde. Mais elle, ouais, pour elle, c'est dur. En plus, elle a un peu peur de perdre sa place. T'as quand même une conversation qui est très très bonne. Alors je sais pas comment elle s'appelle, la femme avec qui elle parle dans les vestiaires, qui apparemment avait fait partie de l'équipe de Franks, mais a quitté cette équipe, sûrement à cause du machiste insupportable de Franks. Euh, mais qui en gros, cette femme-là lui dit, mais fais attention, t'es là depuis, je crois, 2 3 ans, t'es une super banquetrice, sauf que bah, tu seras jamais récompensé. Comme elle dit, tu verras Gibbs qui vient d'arriver, même si en plus cette meuf-là elle a envie de se faire Gibbs. C'est assez marrant la façon dont elle le dit, je ne répéterai pas ces mots, hein. Mais c'est assez marrant. Mais comme elle le dit, Gibbs, lui il arrive, c'est un homme, il sera sûrement très doué, mais tu verras que lui il aura une merde, comment on appelle ça quand tu montes en grade? Bah, il va monter en grade plus vite que toi et tout ça, parce que c'est un homme. Donc t'as un petit peu un combat, tu vois, qui est un peu caché entre les femmes qui se soutiennent et tout, et c'est hyper intéressant. Euh, et forcément, bah, Dominguez, ça lui met forcément, c'est déjà qu'elle a un côté où voilà, elle est contre l'autorité. Si en plus on lui met ces idées-là en tête, voilà, elle peut faire des étincelles. Voilà, mais à nouveau, c'est fait de manière intelligente parce que bah, cette réflexion, elle n'est pas fausse. En plus, on est dans les années 90. Voilà, on sait que même encore aujourd'hui, dans certains milieux, les hommes sont encore favorisés par rapport aux femmes. Même si, encore une fois, il faut nuancer ces choses-là, parce qu'on a trop tendance à voir les choses sous le prisme de l'homme et de la femme, alors qu'il y a plein plein d'autres paramètres sociétals à prendre en compte. Euh, Puisque, bah, par exemple, effectivement, pour accéder à un job, si on prend juste le fait d'être un homme et une femme, effectivement, dans la majorité des cas, un homme aura plus de facilité qu'une femme, ou pour avoir une augmentation, monter en grade ou quoi que ce soit. Mais si on rajoute des paramètres, par exemple, une femme blanche comparée à un homme étranger, et ben là, la femme blanche va être beaucoup plus mise en avant que l'homme étranger. Euh, voilà. Et ainsi de suite, on peut rajouter des paramètres et tout ça, enfin bref. C'est pour ça que moi, ça me dérange toujours un peu quand on s'arrête uniquement au côté homme-femme, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de paramètres. C'est pas aussi simple que juste être un homme et une femme. Voilà. Et puis, il y a aussi le, ce que tu représentes, voilà, en termes d'économie, hein, forcément, une femme puissante aura plus d'accès qu'un homme moins puissant, et inversement, enfin bref, il y a tellement de paramètres que, au final, parler juste d'hommes et de femmes en devient un peu, entre guillemets, assez ridicule, hein, j'ai envie de dire. Bref. Donc voilà, voilà. Dominguez, voilà, perso que j'aime beaucoup.
Malheureusement, je pense, selon ma théorie, qu'elle va mourir à un moment donné, peut-être à la fin de la saison, peut-être à la fin de la série. Si c'est son histoire qu'on raconte dans NCIS Origins, ce serait logique que la NCIS Origins se termine à sa mort. Après, est-ce que ça doit être fait en une saison ou plus, à voir ce qu'ils ont à raconter. Mais pour moi, même si c'est un très très bon perso, je pense que voilà, on devrait en terminer avec sa mort. Donc voilà, pas grand chose à plus à dire, hein, parce que bon, bah, j'en ai parlé, hein, c'est un peu la femme qui, un peu comme tous ces persos félins qu'on retrouve à chaque fois dans NCIS, hein, voilà, un peu la femme qui repousse l'autorité, un peu la femme forte, qui se bat un peu contre le machiste. À l'époque, il y avait encore les persos machos, et tout ça. Oui, j'ai mis cette photo-là par rapport au Bourbon, parce qu'on sait que Gibbs, par la suite, a quand même un petit alcoolisme, hein, par rapport au Bourbon, tout ça. Et c'est assez marrant parce que dans cette scène-là, ben, quand il en boit, il a une réaction en mode ouh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? En mode, t'as un truc qu'il en avait jamais bu. Et je trouve ça assez amusant, toi, de placer un peu, bah tiens, son rapport au Bourbon et tout, il peut venir de là. Moi, je trouvais ça plutôt sympa comme scène là-dessus. Ensuite, pour les autres personnages, à voir quoi en penser. Alors, parmi ces autres personnages, bah, du coup, on a cette secrétaire, voilà, celle qui leur apporte les repas, qui leur donne le tableau, là, qui se fait accuser par Franks parce que le tableau c'est de la merde, alors qu'en fait c'est juste la task force qui leur a volé leur tableau où il y avait toutes leurs preuves et tout. Mais voilà. Et cette femme-là, bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose d'elle, hein, à part fournir des choses à l'équipe. On la connaît pas encore suffisamment. À voir avec le temps ce qu'elle apportera à la série et tout ça. Hâte de voir ça. Pareil, on a un médecin légiste qu'on a vu à une ou deux reprises, euh, qui ne fait pas partie du NCIS, mais qu'ils vont voir de temps en temps, qui me rappelle un peu NCIS Los Angeles, où ils n'ont pas de médecin légiste dans leur équipe, mais ça arrive dans de rares cas, c'est quand même assez rare, mais qu'ils aillent consulter une médecin légiste qui se trouve être la femme de, c'est comment, Nathan, je sais plus comment, enfin bref, le psychologue de l'équipe, quoi. Euh, et voilà, parce que dans Los Angeles, dans Nouvelle-Orléans, ils ont Loretta. À Sydney, ils ont le vieux fou, là. Ouais, le vieux fou, je crois que c'est leur médecin légiste. Et à Hawaï, ils ont pas de médecin légiste à Hawaï. Ils ont pas de médecin légiste à Hawaï? Non, il n'y a pas de médecin légiste à Hawaï non plus. Ou alors j'ai oublié. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Bref. Mais en tout cas, ici, on a un médecin légiste hors NCIS, mais en tout cas qui coopère bien avec le NCIS. Voilà. On a aussi comme dans toutes les séries, là par contre NCIS, on a le technicien un peu fou, hein, enfin le scientifique un peu fou plutôt, comme on a eu Abby, on a eu Sébastien, on a Eric Bill, bon, qui est pas au point de ces personnages-là, mais qui a quand même un côté très geek, un peu voilà. Bon, dans Sydney, on n'est pas poussé à ce point-là, mais je crois que c'est Blue, hein, qui est quand même un petit peu, voilà, qui a quand même un peu ce côté geek, un peu moins extravagant que les autres, hein, mais voilà, quand même, bon, Ernie à Hawaï est quand même un petit peu taré. Et là, on a à nouveau ce personnage un peu foufou et tout, mais pareil, à voir ce qu'il donnera avec le temps. Et on a ce personnage-là, je crois que c'est Wheeler, si j'ai bien entendu son nom, qui en gros est un peu le superviseur du bureau de Camp Pendleton, hein, en Californie. Voilà. Et que j'aime bien dans sa façon d'être, dans le sens où tous les superviseurs qu'on a eus étaient des gens forts, qui ne s'écrasaient pas devant l'autorité. Bon, quand on voit par exemple E.T.,
à Los Angeles, ouais, tu vois la femme que c'est, voilà, t'as pas envie d'aller lui chercher des noises. Hein, sûrement l'une des femmes les plus effrayantes de NCIS, tellement elle est incroyable. Et pareil, quand Dwayne Pride il devient superviseur, voilà, c'est un superviseur qui se bat, qui a de l'autorité. C'est voilà, que ce soit E.T., même Tennant, parce que Tennant aussi a une sorte de rôle de superviseur à, à Hawaï. Et du coup, tous les superviseurs, on les a connus tous très voilà, stables et prêts à combattre l'autorité s'il le faut pour une juste cause. Là, ce superviseur-là, oh bah putain, qu'il est mauvais, hein. Putain, il en a rien à foutre. Enfin, pas qu'il en a rien à foutre, mais il se laisse marcher par tout le monde, il se laisse limite marcher par Franks, au point d'avoir accepté Gibbs au NCIS, alors que le gars, il a totalement raté son test psychologique. Voilà, il se laisse marcher dessus par le FBI, hein. Même quand le FBI il arrive sur la plage prêt à leur voler leur enquête, il est déjà en mode oui, mais ils vont nous prendre notre enquête, voilà, on peut rien faire et tout. T'as Franck qui fait non, mais laisse-moi leur parler, moi tu vois, moi je vais garder l'enquête. Et lui en mode non, mais c'est perdu d'avance. Enfin, bref, globalement, tu sens que c'est un, un bureaucrate, un couard, tout ça. Et j'aime bien parce que ça crée un superviseur qui est différent de ceux qu'on a déjà connus, comme Etty, comme Dwayne, comme Tennant. Et c'est bien d'avoir une figure qui commande différent des autres. Parce que même quand on reprend, par exemple, la direction de NCIS, bon, Thomas Moreau, voilà, il avait quand même une autorité. Jenny, elle a dû se battre, mais elle avait de l'autorité en tant que directrice. Et Léon, pareil, il a une bonne autorité et tout. Euh, et là, on est sur un dirigeant de structure, voilà, qui a l'air de plutôt se faire marcher sur dessus plutôt qu'autre chose. Et je trouve ça plutôt intéressant en comparaison avec toutes les autorités du NCS qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Parce que pour NCS Los Angeles, je sais qu'il y en aura d'autres qui vont apparaître, hein, par rapport à ce que j'ai lu malheureusement avant de voir que ça se produira plus tard, mais ce qui va se passer pour Granger, voilà, qui pareil, hein, directeur adjoint, voilà, qui a quand même une autorité et tout, hein. Donc, donc voilà, ils ont tous un truc voilà, de fort avec des grandes histoires et tout. Lui, voilà, plutôt tout l'inverse de toutes les autorités qu'on a connues pour l'instant dans NCIS. Hors fin Los Angeles, parce que pour l'instant j'ai vu que jusqu'au début saison 7. Ensuite, l'enquête je la trouve sympa, parce que l'enquête elle va amener du personnel pour Gibbs, hein, dans le sens où on raconte, d'abord on prenait l'épisode, la mort d'une jeune femme, mais dont c'est la mère qui raconte la mort de sa fille. Avec Gibbs qui a eu la mort de sa fille, bah forcément ça le touche et tout, et je trouve ça plutôt intéressant. En plus, c'est un ancien tireur d'élite, le tueur est un tireur d'élite. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, en plus on a une ambiance un peu morbide avec ces décors là un peu sataniques et tout ça. Le tueur qui est très spécial, hein, voilà, j'en dirai pas plus pour ceux qui attendent que tous les épisodes sortent pour regarder. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Mais voilà, j'en dirai pas plus sur le tueur, mais franchement, c'est très particulier et très cool. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance installée par rapport à l'enquête, par rapport au tueur et tout ça. Euh, et voilà, franchement, je trouve que l'enquête est sympa. Il y a des enquêtes parfois que j'aime pas dans NCIS, hein, je le dis honnêtement, mais celle-ci, je la trouve plutôt sympa. Voilà. Et en fait, ce que j'aime le plus dans une enquête du NCIS, c'est quand un personnage principal va être impliqué, soit parce que quelqu'un qu'il connaît est impliqué dans l'histoire, soit parce que ça va l'impliquer émotionnellement directement. Et je trouve que pour moi, ce sont les meilleurs épisodes de NCIS. Et là, bah, très clairement, c'est une enquête qui implique émotionnellement Gibbs, de côté que tu ressens un terreur d'élite. Le fait que bah, on touche à une fille, bien qu'elle était adulte, hein, mais une fille qui meurt, et que tout ça est raconté par une mère en deuil et tout. Bref,
C'est plutôt intéressant. On, on a son côté instable, voilà. Bref, l'enquête, moi, franchement, je l'aime bien. Elle est plutôt sympa. C'est peut-être pas la meilleure enquête, je sais pas comment seront les autres, mais, euh, mais je l'aime bien. Voilà. Je trouve que c'est un bon début. L'ambiance des années 90, franchement, j'adore. Et j'adore, surtout comparé à NCS Los Angeles, que je suis actuellement en train de regarder, où c'est bourré de technologie, hein, avec ces écrans voilà, qui sont utilisés à tout va, des gros écrans technologiques, même quand tu vois NCS Enquête spéciale, avec le M-Tag et tout, enfin vraiment, tu as toujours une technologie quand même assez avancée. Et que là, bah, tu vois, là, bon, là, on voit pas l'ordi, mais là, il y a un vieil ordi, vraiment comme j'avais quand moi j'étais gamin, vraiment les gros écrans qui pèsent hyper lourd. Voilà, t'as juste un bureau, bah, t'as quasiment rien avec les vieux téléphones. Bon, moi ça va, quand j'étais petit, comme ces téléphones-là avaient quand même disparu. Mais puis bon, moi je suis né en 95, donc voilà, les portables sont arrivés peut-être un peu après. Je ne connais pas suffisamment l'histoire du téléphone pour dire, mais voilà, tu sens le côté très rétro, vieille imprimante. Bon, après, les grosses imprimantes, comme ça existe encore. Parce qu'il y en a une à mon boulot. Enfin, il y en a même deux. Non, une. Je crois qu'on a viré l'autre. Bref, mais voilà, tu vois, là où dans NC Enquête spéciale, oula, ou dans Los Angeles, tu vois, t'es là, t'as l'écran, la technologie, voilà, avec les machines pour défiler des images et tout, enfin bref. Ici, bah, t'as juste voilà, un panneau où tu mets tes petites punaises pour les photos, les machins, enfin bref, le vieux casier, parce que bah, voilà, forcément, si t'as pas d'ordi avec 1000 Tera de teraoctets de place, et bah forcément, hein, tout est en version papier, enfin ouais, et j'adore l'ambiance, hein, et puis voilà, là, même le style, hein, les styles qu'ils ont, franchement, j'adore. Le style un peu rétro, hein, voilà, franchement, j'adore. Surtout le style de Miguel, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais les femmes qui s'habillent comme ça, je surkiffe, tu sais, ça fait très masculin. Peut-être ça fait masculin et féminin en même temps, parce que une style de chemise féminine, mais franchement, j'adore ce style. J'adore les femmes qui ont ce style-là. Bref. Mais même quand tu vois les locaux, ça fait vieillot, tout fait un peu vieillot et tout, j'adore. Quand le technicien, il répare des choses, il fait ça avec des vieilles cassettes en VHS. Et j'adore parce que quand j'étais petit, bah forcément, même jusqu'à mon adolescence, hein, parce que quand on habitait en Vendée, j'avais entre 10 et... Non, peut-être 11, 14, un truc comme ça. 10, 13, 11, 14, bon, dans ces années-là. euh, on avait encore notre magnétoscope, où je regardais encore des films à la cassette. Des films à la cassette. J'en suis sûr que là, des gamins d'aujourd'hui, dont leurs parents auraient jeté toutes les cassettes qu'ils avaient, j'en suis sûr qu'ils se diraient, mais c'est quoi ces trucs d'antan? Et moi, je surkiffe. Moi, les cassettes, j'en ai utilisé pendant très longtemps. Les lecteurs CD, comme utilise Franck à un moment donné, avant de faire l'interrogatoire, pour se mettre dans l'ambiance et tout. Mais moi, j'avais ça aussi, les lecteurs cassettes, enfin, les lecteurs CD. J'écoutais ma musique comme ça jusqu'à la fin de mon adolescence. Et en fait, tu vois, il y a une vibe où je me dis, tu vois, bon, je suis né un peu plus tard, parce que la série, là, elle se place en 91, et moi je suis né en 95, mais il y a quand même beaucoup de choses bah, qui représentent ce qui était encore présent quand je suis né, quand j'ai grandi, bien que les choses ont forcément évolué hein, avec le temps. Mais comme je disais, leurs ordis, c'était exactement les mêmes qu'on avait. Beaucoup de choses autour de la technologie sont des choses qu'on avait, bien que bon, ça avait quand même un peu évolué au début des années 2000. Euh, comment ça s'appelle euh, Merde. Bah, comme je disais, ce qu'il faut pour écouter de la musique, bah, les lecteurs CD, c'était encore comme ça, lecteurs CD ou lecteurs cassette. Hein, il y avait aussi des petits lecteurs cassettes pour écouter de la musique. J'en avais déjà utilisé quand j'étais vraiment petit, mais je crois que le lecteur CD c'était quand même mieux et plus pratique. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, bon, moi j'aime bien cette ambiance, parce que les voitures elles sont stylées. Hein. J'aime pas trop les voitures, hein.
Voilà, j'ai bientôt 30 ans, toujours pas le permis parce que je m'en bats les couilles des voitures, et puis je vis dans une ville assez grande pour pas en avoir besoin. Même si à chaque fois tout le monde dit oui, mais ça coupe la liberté, ou je m'en bats les couilles, je trouve toujours des moyens pour m'en sortir. Euh, mais je trouve que les voitures de l'époque sont quand même plus stylées que les voitures très uniformisées qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance, j'ai envie de dire, ambiance rétro. Autant c'est l'ambiance des années dans lesquelles je suis né, donc est-ce que ça veut dire que je suis rétro moi aussi? Bon, voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup le délire. Ensuite, là, on va arriver sur deux points avant de conclure. Ce sont deux points qui sont un peu deux petites déceptions. C'est le fondu. Comme vous savez, dans NCIS, il y a toujours des fondus particuliers qui font un peu la patte de NCIS et où à chaque saison, ils ont essayé d'avoir un truc original. C'est-à-dire qu'on avait NCIS Enquête spéciale avec ses poses en noir et blanc. Ensuite, avec NCIS Los Angeles, il y a les trucs des appareils photo. À Nouvelle-Orléans, tu as ce fondu où tout devient en moitié en noir et blanc, les personnages principaux ils sont un peu plus euh, comment dire luminés, je sais pas si ça se dit, mais bon vous comprenez, lumineux. À Hawaï, il y a ce côté où tout devient bleu, sur les personnages principaux, du coup qui ressort plus. À Sydney, je sais plus comment c'est. Et malheureusement, à Origins, bah, on a juste ça. Un petit fondu en noir, le truc très très classique. Je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait autre chose, que ce soit un peu plus inventif. Après, on peut trouver l'excuse que bon, la série se passe dans les années 90, donc c'est un peu un retour aux sources d'avoir un fondu très classique. Mais je trouve ça dommage. J'aurais aimé un truc un peu plus inventif. Mais j'espère en tout cas que pour Ziva et Tony, ils feront un truc un peu plus inventif. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Et le problème aussi, c'est le générique. Parce que, encore une fois, vous regardez le générique de NCIS Enquête Spéciale, on a un bon générique, même si la musique, je suis pas hyper fan. NCIS Los Angeles, on a un bon générique. NCIS Nouvelle-Orléans, on a un très bon générique. Je trouve que même en tête de musique, c'est celle que je préfère. À chaque fois que je tombais dessus, bon, alors je regarde une fois le générique, après je les saute. Mais même en général, dès que ça commençait, je sentais que le générique, et après, hop là, je le sautais. Donc voilà, c'est de Nouvelle-Orléans, pour moi, c'est peut-être le meilleur générique. Bref. À part peut-être le générique, je me demande si c'est pas celui de l'hommage à Ducky dans la saison 21 qui est fait au piano, qui est vraiment pas mal. Je me trompe peut-être d'épisode, mais si c'est celui-là, il est vraiment pas mal. Mais c'est parce que j'aime pas trop le son de la musique d'enquête spéciale, même si le générique en soi est quand même pas mal. NCIS Hawaii, ça avait été ma déception parce qu'il n'y a pas de générique. Genre, c'est juste une caméra qui passe au-dessus de l'eau et hop là, NCIS Hawaii, et hop là, tu dis, what, c'est ça leur générique? Tout, je m'étais dit, bon, au début de la saison 1, que tu fasses ça, tu dis, ok, le temps de donner d'avoir des images et choses à mettre, voilà, pour pas trop spoiler. Mais quand tu arrives à la saison 3 et que tu es toujours sur un générique comme ça, tu dis, ouais, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu avoir un vrai générique quand même. NCS Sydney, je sais. En fait, je sais même plus quel est le fond du NCS Sydney, je sais plus quel est le, le générique non plus. Il faudrait que je me remate quelques épisodes, ça pourrait être sympa. Surtout que la saison 2 de Sydney devrait sortir en février, si je dis pas de bêtises, février 2025, je crois que j'ai vu comme date. Donc voilà. Mais voilà, et là, NCS Origins, bah voilà, le générique est sympa, plus travaillé toujours que Hawaii, donc c'est juste la caméra qui passe au-dessus de l'eau et qui arrive sur l'île, et puis voilà. Puisque là, on a à moitié comme si on était dans un viseur, hein, sachant qu'on parle d'un ancien sniper, c'est plutôt cool. Mais voilà, t'as juste allez, quelques petites images qui sont même pas liées, enfin si, ils doivent sûrement être liés au perso, mais je pense qu'il faut attendre un peu avant de comprendre à qui sont liées ces images. Mais je trouve que c'est très rapide et tout, et c'est un peu dommage. Et ensuite on va conclure, voilà, donc vidéo qui est très longue parce que bah voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup de rapports aux autres affaires. En plus c'est le tout premier, enfin ce sont les deux premiers épisodes, donc voilà, beaucoup de parlotte. Vous inquiétez pas, les prochains épisodes, les vidéos seront beaucoup plus courtes puisqu'on se concentrera sur l'épisode en lui-même. Là c'est un bilan général que je fais après avoir vu bah, l'épisode pilote voilà, on peut dire l'épisode pilote. Donc voilà, donc vous inquiétez pas,
les épisodes suivants seront pas aussi longs. Je pense que la seule vidéo sur NCIS Origins qui sera aussi longue, c'est la vidéo bilan, qui sortira une fois que j'aurai tout vu. Mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'ambiance, les personnages, tout est très cool. Et j'ai juste hâte actuellement, c'est de me mater les autres épisodes et de vous sortir les vidéos. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Une chose que je n'ai pas dit, mais c'est que on est dans une série où on revient sur le passé d'un personnage dont on sait déjà ce qu'il devient. Et pourtant, l'épisode 1 m'a donné des frissons. Quand je l'ai regardé, j'ai eu des frissons. J'étais en mode, je suis trop content de revenir là, de retrouver Gibbs, ah, ça m'a fait quelque chose. Alors peut-être que certaines personnes, je sais pas, auront du mal avec le fait que ce soit plus Mark Harmon, en même temps, ce qui est logique puisqu'on est sur un jeune Gibbs. Voilà, mais moi je trouve ça trop cool. L'acteur est vraiment très très bon. Et retourner sur une histoire comme ça, bah ouais, moi ça me donne des frissons. Je suis juste très heureux de retourner dans cet univers. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Très bon épisode. Et on se retrouve prochainement pour la suite. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes Hunter Sandman. Et si vous avez l'envie et moyen de soutenir nos futurs projets, n'hésitez pas à mettre un petit don sur Tipeee, le lien est en description. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.